Sans beaucoup de transition sur la deuxième table ronde, et je vais demander à Emmanuelle Causse, présidente de l'ESH Coalia Habitat et ministre du Logement et de l'Habitat durable de février 2016 à mai 2017, de nous rejoindre. Vous êtes aussi, je crois, présidente fondatrice de la société de conseil METV Consulting. Marianne Laurent, directrice des prêts et de l'habitat du groupe Caisse des dépôts. Xavier Lépine, président du directoire de la Française. Et Vincent Lerouzic, directeur à l'ENS Paris-Saclay et doctorant en urbanisme. Et si vous excluez l'animateur, nous sommes à la parité. On va parler, bien évidemment, on va rentrer un petit peu dans le détail, innover dans les montages pour un logement abordable. On est toujours un peu sur cette thématique. On va démarrer avec les montages autour du foncier et de la question sur la dissociation entre la nue propriété et la pleine propriété. Julien Normandie en a parlé dans son discours d'introduction, en tout cas dans sa présentation, il croyait beaucoup aux OFS, les organismes fonciers solidaires. Vincent Lerouzic, juste pour le béotien que je suis, vous pouvez juste nous rappeler un petit peu comment ça fonctionne concrètement et comment ça se met en place aujourd'hui en France? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, les organismes de foncier solidaire, c'est un nouveau dispositif qui a émergé en France depuis 2014, la loi ALUR, et ensuite effectivement l'ordonnance sur le bail réel solidaire dans la loi Macron. C'est un dispositif qui, au départ, a été expérimenté avec succès aux États-Unis, c'était dans les années 70-80. Le premier organisme important qui a été créé aux États-Unis a été fondé par Bernie Sanders. Maintenant, aujourd'hui, on le connaît bien. Aujourd'hui, dans le cadre de la primaire démocrate, il propose un plan assez costaud pour développer le CLT, avec effectivement la proposition de construire 1 million de logements en community land trust aux États-Unis. En France, on est encore loin de ça, mais on va dire qu'il y a des débuts qui sont extrêmement encourageants. Effectivement, le ministre le rappelait, 12 organismes de foncier solidaire qui ont été agréés, une vingtaine aujourd'hui qui sont en cours d'expérimentation, le tout avec un package législatif et réglementaire qui est disponible et pleinement opérationnel que depuis 2 ans. Donc on va dire que c'est quand même très encourageant. Le dispositif il repose concrètement sur une propriété partagée entre un organisme à but non lucratif, qui est l'organisme de foncier solidaire, et les ménages qui sont sélectionnés selon des plafonds de ressources, comme sur le principe du logement social, et dont l'objectif est justement non pas de faire un logement abordable en accession sociale à la propriété pour le premier ménage qui va rentrer dans les lieux, mais de faire un dispositif qui est pleinement pérenne dans le temps, dans son abordabilité, pour plusieurs générations de ménages. Et ce, grâce à un dispositif antispéculatif, la clause antispéculative qui est au cœur du bail réel solidaire et qui permet justement, on parlait de contrôle de prix, avec l'organisme de foncier solidaire, on peut justement contrôler le prix de revente de génération en génération, grâce à ce dispositif. Donc là, on est sur quelque chose qui est extrêmement intéressant. On parlait tout à l'heure de refonder le marché immobilier. Là, il y a quelque chose qui, à mon sens, s'apparente un petit peu à repenser la propriété. On n'a pas tout à fait abordé le sujet de fond. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une séquence depuis le début des années 2000, certes de forte hausse des prix de l'immobilier résidentiel. On est également dans une séquence, d'un point de vue institutionniste, qui est très intéressant, de contre-histoire un petit peu de la propriété qui est en train de se dessiner. Une dizaine de dispositifs qui ont été expérimentés en France pour justement repenser le droit de propriété, le PSLA, l'usufruit locatif social, le pass foncier, la SCI Berk-et-Sadoun, la SCI d'accession progressive à la propriété, et j'en passe. Et 2 ont principalement émergé et sont aujourd'hui assez intéressants parce qu'ils sont vraiment pérennes. Pour moi, ce n'est pas seulement du démembrement de propriété temporaire, c'est des régimes de propriété résidentielle durablement abordables, les organismes de foncier solidaire d'une part, les coopératives d'habitants, dont on parle un petit peu moins, mais qui sont très intéressants également, qui souffrent un petit peu de problèmes d'agencement institutionnel qui leur permettent d'être pleinement opératoires aujourd'hui. Mais j'étais pas plus tard qu'il y a un mois à Genève où il y a beaucoup d'expérimentation en la matière de coopératives d'habitants. Et là aussi, c'est une solution vraiment très très intéressante. Juste l'impact sur les prix de sortie d'un logement, très concrètement. Alors là, quand on passe par un OFS. Tout à fait. Sur les premières expérimentations qu'on a, les résultats sont relativement variables suivant justement comment sont financés les organismes de foncier solidaire. Concrètement, par exemple, la première opération qui a été lancée par la ville de Lille, parce que le premier organisme de foncier solidaire était lillois, fondé avec Audrey Linkenel, qui a été la personne qui a porté le sujet dans la loi ALUR, c'était une réduction de prix de l'ordre de prix divisé par 2. Donc, pourquoi ? Parce que justement la ville de Lille
a mis un foncier en plein cœur de la ville qui était à l'euro symbolique pour l'organisme de foncier solidaire et donc du coup des prix au mètre carré qui étaient de l'ordre de 2000 à 2400 euros du mètre carré au lieu de 4000 euros dans le libre, à peu près pour une opération neuve. Donc on était quasiment divisé par deux. Après, on a d'autres opérations, on pourra peut-être en parler effectivement concernant le financement de la Caisse des dépôts, où là, les équilibres économiques sont un petit peu plus complexes parce que cela repose sur du prêt de long terme, donc grâce au prêt Gaïa notamment de la Caisse des dépôts. Et là, tout de suite, effectivement, étant donné qu'il y a un prêt à rembourser, il y a une redevance foncière qui est là pour justement rémunérer l'organisme de foncier solidaire. Et on est sur des baisses de prix qui sont plutôt de l'ordre de, je dirais, 25-30% suivant les opérations, grâce notamment à l'effet levier de la TVA et effectivement au lissage de l'acquisition du foncier dans le temps avec le prêt Gaïa. Emmanuel Cos, comment les organismes, les opérateurs immobiliers s'approprient ces nouveaux outils et à commencer par l'OFS et le bail réel solidaire? Alors, les organismes qui ont porté les OFS, ils se l'approprient très bien. Alors, je précise, je suis moi-même personnalité qualifiée à l'Office foncier francilien, la coopérative foncière francilienne, donc j'ai évidemment un point de vue, je défends beaucoup les OFS, mais par ailleurs, j'ai publié les décrets quand j'étais ministre. C'est un outil qui a été essentiellement porté au départ par les coopératives HLM, qui ont une histoire centenaire en France, qui sont les coopératives qui ont fait l'accession sociale dans ce pays. C'est venu par là, porté aussi par d'autres opérateurs, mais beaucoup recherchaient la question du démembrement. On a des modèles anglo-saxons qui marchent très bien. Aujourd'hui, sur ce qui est des OFS, ça fonctionne plutôt très bien, surtout en Ile-de-France, en PACA, et après dans des métropoles où là, les territoires se sont engagés. C'est Lille, c'est Rennes, c'est aussi Saint-Malo, par exemple. Donc on n'est pas que sur les fonciers les plus tendus, on est sur parfois des micro-fonciers où il y a un sujet d'accession sociale pour garder des populations, on va dire, des classes vraiment moyennes. Dans le cœur de l'agglomération, La Rochelle y réfléchit, on est quand même toujours sur des villes où les marchés sont très tendus, soit à cause de la très forte attractivité, soit à cause notamment du tourisme. Simplement, l'Office foncier solidaire, il est financé par un prêt Gaïa, mais aussi par des fonds propres. Quand vous êtes une coopérative HLM, placer des fonds propres sur 80 ans, ce n'est pas un problème. C'est votre métier, vous êtes organisme de logement social à vision d'accession, vos actionnaires, qui sont d'ailleurs vos coopérateurs, n'ont pas de difficulté avec ça. La prise en charge de l'OFS, par exemple, des promoteurs totalement privés, ceux qui n'ont pas de foncière et qui n'ont pas envie d'en avoir, ça pose évidemment d'autres questions. Je crois néanmoins que c'est un modèle qui va se développer, d'autant plus que, vous l'avez dit, on a fait un corpus législatif et réglementaire assez vaste. Et finalement, aujourd'hui, l'Office foncier solidaire est un outil qu'on est en train de tester sur des sujets objectivement qu'on n'avait pas envisagés il y a 5 ans. C'est par exemple dans les programmes Action Cœur de Ville, où là on est sur des problématiques, pas de foncier très cher, on est sur des problématiques de réhabilitation d'un bâti ancien avec des contraintes ABF, etc., où en fait on n'a pas d'opérateur, et il semble que la dissociation foncier-bâti portée par un OFS nous permette d'apporter des solutions. Et puis aussi la vente HLM. Alors je ne vous cache pas que ça n'avait pas été envisagé parce que moi, dans mon quinquennat, la vente HLM n'était pas le Graal pour financer le logement social, mais les choses ont changé depuis. Et aujourd'hui, des bailleurs sociaux, puisqu'ils ont le droit depuis la loi Elan, ont créé leur office foncier solidaire et vont en fait acquérir une partie du patrimoine qu'ils vont mettre en vente. Ça a un avantage, c'est que d'une part, le patrimoine reste géré en copropriété par le bailleur social, et c'est quand même un enjeu majeur pour la suite. Et par ailleurs, ça permet, je pense, d'atténuer un peu les craintes qu'on a de voir disparaître du parc locatif abordable du marché lorsqu'il est vendu. Voilà où on en est. Donc aujourd'hui, je vais vous dire la difficulté, elle est assez simple. C'est qu'on est à 6 mois des élections présidentielles. Je suis étonnée, Jean-Philippe, que tu n'en aies pas parlé. Municipales, pardon, oui, heureusement d'ailleurs. Mais ça serait un scoop. Non, mais c'est marrant que vous n'en ayez pas parlé tout à l'heure, mais il n'y a plus un seul permis de construire qui est délivré actuellement. Comme tous les 6 ans, comme à chaque élection municipale. Non, c'est de pire en pire. C'est pas comme tous les 6 ans. C'est de pire en pire. Et je ne suis pas tout le temps d'accord, même assez rarement avec Robin Rivaton, mais c'est pas juste... non, mais je partage ce qu'il dit. Moi, je suis assez pessimiste sur l'histoire de la rupture du contrat social. C'est plus que les maires seulement qui ne veulent pas construire. Vous avez des populations entières qui sont dans une société extrêmement individualisée et qui ne veulent plus contribuer à l'intérêt général, qui ne veulent pas de la ville inclusive.
C'est ça qu'il faut qu'on soit capable aujourd'hui de se coltiner vraiment les uns et les autres dans nos lieux de décision. C'est qu'on a des maires en fait qui ne font que reprendre l'écho de ce qu'on leur dit tous les jours. Ne construisez pas, n'accueillez pas des gens différemment de nous. Les cartes de Xavier Timbaud là-dessus sont évidemment très claires, mais vous avez oublié une carte, Xavier, c'est de mettre la carte SRU, les communes qui ne respectent pas la loi SRU, avec ces revenus-là. Et c'est la même. C'est la même, mais c'est très grave. C'est la seule loi de France depuis 2000 qui n'est pas respectée, avec des populations et des élus qui pensent qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est quand même dans une société qui s'ubérise, qui s'individualise, avec des niveaux sociaux, des lectures sociales assez graves sur la pauvreté, sur le mal logement. On n'arrive pas à résorber les choses, mais on a aussi, et moi je le trouve même par rapport à il y a 10 ans, quand j'ai commencé à être très investie dans le secteur du logement, une montée en puissance, on parle du phénomène NIMBY, mais même d'un phénomène de rejet. Donc on est vraiment dans un débat au-delà même de tous nos outils, c'est comment on recrée du contrat social autour de la question du logement et que l'on pose le principe que vivre ensemble, c'est aussi vivre avec des gens qui n'ont pas les mêmes revenus, pas la même couleur de peau, pas la même culture, mais avec lesquels on fait société. Si on pense que les OFS sont un bon outil, est-ce qu'il faut emmener au-delà des investisseurs privés, des investisseurs institutionnels, et est-ce qu'il faut aller au-delà de l'écosystème du logement social ? Est-ce qu'on peut, s'il faut Enfin, je pense que tout est possible. Aujourd'hui, moi, je vois qu'un des freins, c'est mettre des fonds dans une foncière sur une durée aussi longue. Parce que ce qui fait la baisse sur un foncier, on va dire classique, qui n'a pas une aide de la collectivité, ce qui fait la baisse du prix, on a plusieurs programmes en Ile-de-France, c'est parce qu'on a pu acheter le foncier avec les fonds propres et le prêt Gaïa et qu'on a lissé l'achat du foncier sur 80 ans. Donc c'est énorme, comme il y aura combien de propriétaires sur cette période-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutionnels privés qui ne peuvent pas immobiliser des fonds sur autant de temps. Après, moi je pense qu'il n'y a pas que l'OFS. Il y a aujourd'hui des promoteurs privés, des foncières qui réfléchissent au démembrement. On a vu d'autres qui parlaient de la location à vie. Enfin, il y a plein de systèmes qui se posent. Je pense qu'on cherche tous des solutions qui permettent d'une part de faire baisser le coût du foncier, par des moyens, en effet, fiscaux, de séparation. C'est aussi que la société change. Jean-Philippe Ruggieri s'interrogeait sur la difficulté ou pas pour des acquéreurs d'acheter en OFS parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leur foncier. Moi-même, j'ai craint ça. Et puis j'ai vu là, il y a 3 programmes qui sortent en PACA dans des communes comme Le Cannet, comme Cannes. Il y a aussi Grasse, il y a Vence, donc bon. Et en fait, la réalité, c'est que ça se vend en 15 jours, qu'il n'y a pas de difficulté pour ce type de ménage. C'est-à-dire que c'est aussi des ménages qui n'ont pas beaucoup de revenus, et c'est pour eux une chance inouïe. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'aimeront pas demain acheter dans un schéma. Pas le choix, ce que je comprends. Je ne suis pas sûre qu'ils n'aient pas le choix. Ils ont une opportunité qui n'existait pas jusque-là, ce qui est un peu différent. Parce que, et y compris, on va le voir en Ile-de-France, quand on va faire des programmes, par exemple, sur un territoire comme l'EPA-Marne. Donc, on sort un peu de la zone très tendue, mais on est encore sur des niveaux de prix très forts. Aujourd'hui, on n'arrive pas à aller chercher les personnes qui sont dans le 4e et 5e décile de revenus, qui sont la classe moyenne francilienne. Donc, il faut trouver des solutions pour ces gens-là. Puisque les fonciers ne sont pas mis à prix bas, il faut qu'on trouve des choses. Et ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas le choix, ils adhèrent à ça. Ça les libère aussi. Enfin, il y a des gens qui sont libérés aussi de baisser un peu le coût de l'emprunt et tout ça. Donc, la question, c'est que, y compris la Caisse des dépôts nous a posé des questions sur comment ça va se passer dans 80 ans. Bon, la réalité, c'est que on n'a que nos convictions aujourd'hui pour répondre à cette question, qui est un enjeu important. On a une force en France, c'est qu'on a les organismes HLM qui peuvent, me semble-t-il, apporter des garanties fortes. Mais c'est vrai que ce modèle va certainement nous échapper, évoluer. On ne sait pas exactement ce que ça peut donner à l'avenir. Moi, je le trouve intéressant. Il ne va pas répondre à tout, mais il permet d'avoir une respiration dans cette situation qui est très difficile. Xavier Lépine, vous avez, Emmanuel Cos, parlé de location à vie. Vous l'avez marketé en mettant propriété à vie. C'est plus vendeur. Quel est un peu le concept derrière qui est développé par la Française ? Avant le concept, est-ce que vous avez une idée de l'augmentation des prix de détail, parce que tu nous as donné des prix réels, mais depuis 40 ans, les prix ont été multipliés, de détail ont été multipliés par 3,5, 350% d'inflation. Le SMIC net, il a augmenté de 400%. Donc jusque-là, je dirais plutôt tout va bien. L'immobilier à Paris, si vous rajoutez le revenu locatif théorique que vous auriez dû payer ou que vous avez reçu, il a été multiplié par 14.
et la bourse. Vous prenez l'indice MSCI World Total Return, donc dividende inclus, c'était multiplié par 33. Bon, autrement dit, les inégalités de patrimoine, elles sont, en fait, qu'est-ce qui pose problème là-dedans, en dehors de l'éthique, c'est tout simplement l'inaccessibilité. Donc c'est une réalité. Alors, moi je ne crois absolument pas qu'un choc de l'offre puisse marcher. Parce que s'il fallait baisser les prix de 30%, vous vous retrouvez avec une crise gigantesque de solvabilité de tous les gens qui ont emprunté. Et ça, je ne pense pas que... Enfin, si ça devait arriver, je pense qu'on se foutrait un peu tous du logement. Parce que ça veut dire qu'on aurait quand même une crise économique extrêmement grave. Donc je ne pense pas que ça puisse arriver. Et pourtant, c'est dans cet ordre d'idée ou d'ampleur qu'il faudrait que les prix baissent. Donc je ne pense pas du tout que l'offre puisse... bien sûr qu'elle va augmenter, mais ce n'est pas ça qui va faire baisser les prix. Je pense qu'en réalité, l'un des fondements puissants de cette hausse des prix de l'immobilier, ce n'est pas lié à l'immobilier, c'est lié à quoi? Ça fait 40 ans que les États développés financent ou accompagnent la mondialisation. Ça fait 40 ans qu'effectivement, on a des déficits publics et une économie de l'endettement. En 80, il fallait 1 euro de plus pour faire 1 euro de PIB. Aujourd'hui, il faut entre 4 et 5 euros de dette pour faire 1 euro de PIB, selon les pays. Il va où cet argent? Il ne va pas dans les prix, puisque les prix sont mondialisés, ils ont plutôt tendance à baisser. Ils vont dans les actifs. Et donc vous pouvez faire toutes les politiques de l'offre que vous voulez, tant que la BCE et les États, et clairement, ils n'ont pas d'autre choix s'ils veulent éviter une révolution sociale encore plus forte, que de maintenir leur politique. Donc malheureusement, je ne vois pas le phénomène qui endiguerait de façon massive. Mais il n'y a pas de solution alors, Xavier? Si. Ah. Comment créer... C'était le teasing. C'était le teasing. Comment créer une demande effective? On parle toujours de choc de l'offre. Revenez à Keynes. La demande effective, la demande solvable. À quoi faut-il renoncer pour créer les conditions d'une baisse des prix de 35%? Alors il y a plusieurs systèmes. Le problème des Français, c'est que, un peu plus que d'autres pays, les Français, finalement, leur appartement, c'est leur fonds de pension. Ils ont tous investi dans leur appartement. Prenez beaucoup d'autres pays, prenez les Suédois par exemple, eh bien, la banque est copropriétaire avec la personne physique d'une partie du logement. Et ça dure à vie. Parce qu'effectivement, si vous ne le ferez pas sur un iPhone qui a une durée de vie de 18 mois, vous pouvez peut-être le faire sur un immeuble qui a une durée de vie de X dizaines d'années. Et au fur et à mesure que les biens s'échangent, la banque et le particulier s'échangent la plus-value. Et là, vous avez un produit potentiellement rentable pour les banques ou les investisseurs institutionnels de dire « je bénéficie de la hausse des prix tout en étant copropriétaire et donc je touche un loyer en tant que copropriétaire sur une fraction du prix ». C'est pas très compliqué, il n'y a rien à faire si ce n'est convaincre quelques assureurs d'être un peu plus innovants. Je sais bien qu'institutionnel et innovant, c'est un oxymore. Mais effectivement, nous, on a inventé un autre système, se reposant sur l'amphithéose, c'est-à-dire de dire à quoi faut-il renoncer? Vous savez, choisir, c'est renoncer. Ça, c'est tout petit, j'ai appris ça. Choisir, c'est renoncer. Évidemment, c'est quand vous êtes locataire, vous avez une fonction d'utilité. Quand vous êtes propriétaire, vous avez une fonction d'utilité qui est identique, c'est de se loger. Vous préparez votre retraite parce que quand vous avez terminé de rembourser, vous n'avez plus de charges d'emprunt. Puis vous transmettez à vos enfants. C'est super. Sauf que quand les prix ont été multipliés par 14 et votre revenu par 4, c'est juste plus possible. Donc il faut renoncer à quelque chose. Alors renoncer à la fonction d'utilité, c'est un peu compliqué. Ça, c'est clair. Renoncer à vivre de ça, à avoir une retraite, étant tout le temps locataire, ça peut être compliqué dans une partie de sa vie. Donc il faut renoncer à transmettre. Alors qu'est-ce qui peut vous amener à renoncer à transmettre? On a testé ça en grandeur réelle dans le nord de la France. Ça fait baisser les prix entre 35 et 40%.
Donc c'est quand même... mais vous ne transmettez pas. Alors vous ne transmettez pas, alors ça concerne qui ? Ça concerne des familles qui vous disent, nous on a 2 enfants, on a 35 ans, on va mettre nos enfants dans telle école. On ne transmettra pas le bien, mais nos enfants, ils vont aller là, et pas ailleurs. C'est les familles recomposées qui disent, de toute façon, l'appartement, il ne faut pas rêver. Hein. Tu as un enfant, j'ai un enfant, on va éventuellement faire un 3e ensemble. Et j'ai peut-être pas dit mon dernier mot. Donc, transmettre un bien immobilier. Puis, il y a aussi les couples sans enfants. Pourquoi transmettre à des enfants qu'on n'a pas ? C'est quand même... Ou pas encore, il y a un vrai débat là. Il y a un vrai débat. Moi, j'ai remarqué, enfin, je fais une toute petite parenthèse, hein. Finalement, la société croit se réformer énormément en parlant du mariage pour tous ou de la PMA, mais il y a un truc qui n'a pas changé, c'est que les gens vivent toujours seuls ou en couple. Je connais très peu de gens qui vivent en trouble. Mais bon, ça viendra peut-être, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Enfin, donc, je reviens, je ferme la parenthèse et je reviens. Ça, c'est des modèles économiques qui sont extrêmement rentables pour la personne qui voit sa charge d'habitation de baisser 35%, qui est propriétaire ensuite et qui ne paye plus. Et c'est un modèle très intéressant pour un investisseur institutionnel, parce qu'en fait, personne n'habite 50 ans ou 100 ans dans le même appartement. Vous vendez, qu'est-ce qui vous amène à vendre ? C'est l'évolution de votre vie, c'est pas l'évolution des prix. C'est parce que vous changez de boulot, c'est parce que vous changez de conjoint, c'est parce que vous avez des enfants. Enfin, c'est tout ça, quoi. La durée moyenne de détention, c'est 8 ans ou 10 ans. Donc, je veux dire, la finance, elle est là pour ça. Elle est là pour intermédier le temps des acteurs économiques qui ont des préoccupations inverses. Je veux dire, la préoccupation d'une famille, c'est à 35 ans, je n'ai pas encore énormément de revenus. En plus, je ne vais peut-être pas hériter avant 60 ans, parce qu'ils ont l'air de durer, les parents. Ce qui n'était pas le cas avant. Hein, je rappelle qu'il y a 40 ans, les gens décédaient en moyenne 2 ans après le départ à la retraite. Aujourd'hui, ils vous regardent et... Bon. Ça a équilibré les comptes au moins. Donc je veux dire qu'il n'y a pas de réponse autre pour résoudre le problème que de créer une demande inclusive, mais effective. Donc on ne le fera que par des systèmes qui ne sont pas totalement satisfaisants. Effectivement, d'avoir un prêt partiellement perpétuel et de se dire j'ai toujours une partie de mon appartement en prêt, ou j'ai quelqu'un qui est co-actionnaire avec moi, copropriétaire et c'est un institutionnel, ou j'ai une propriété temporaire pour 50 ans, c'est pas totalement satisfaisant. Mais il ne faut pas rêver, on est dans cette situation. Il ne s'agit pas de créer les conditions pour y aller. C'est juste que je ne vois pas tellement comment on peut faire. Alors après, j'avais un autre truc. On parlait tout à l'heure des personnes qui vivaient seules dans un grand appartement. Bon, bien sûr, il y en a quelques-uns. Mais combien, 70%, vous prenez les statistiques de l'INSEE, 70% des gens qui ont plus de 70 ans sont propriétaires de leur logement. C'est un fait. Une fois de plus, les Français ont tout mis dans le logement. Et finalement, comme les prix ont été multipliés par X, ils se retrouvent tous à la tête d'un patrimoine, et parfois avec une retraite de misère. Surtout quand il s'agit de retraite de reversion, qui peut notamment pour les femmes qui n'ont pas eu une carrière complète, ce qui était souvent le cas dans cette génération. Il y a un produit qui est fait pour eux. Activez-le. L'hypothèque rechargeable. Vous donnez 800 € par mois à quelqu'un pendant 20 ans, vous capitalisez les intérêts, ça va faire 180 000 € sur un bien qui a toutes les chances d'en valoir 350 000 déjà aujourd'hui. Enfin, c'est un produit bancaire extraordinaire. Bougez-vous, quoi. Enfin, c'est un produit d'assurance, c'est un produit de banque. C'est pas un produit d'asset manager. Il n'y a rien à faire d'autre. Et là, vous avez directement de l'argent qui rentre sur des ménages qui ont un vrai problème et qui vont en plus le dépenser dans la conso. Alors plutôt que de les taxer sur la hausse de leur taxe foncière, j'ai l'impression que le mot taxe, c'est un peu moins à la mode depuis quelque temps. Prêtez-leur de l'argent, donc vous capitalisez. Une fois de plus, la loi de 2006 le permet. Des personnes ne le font. C'est très étonnant.
Marianne Laurent, juste un petit mot pour savoir comment la Caisse des dépôts, alors je sais, il a dit bougez-vous là, aux banquiers et aux assureurs, comment la Caisse des dépôts accompagne tous ces nouveaux concepts, tout ce changement en fait, on voit bien sur la manière d'avoir du logement abordable et les outils que vous avez à disposition, vous aujourd'hui. Nous, on finance, enfin on accompagne les bailleurs sociaux et donc on accompagne et le logement social et le logement intermédiaire. Donc c'est vrai que toutes ces nouvelles formes de dissociation, que ce soit bâti foncier, bon, on a parlé de l'amphithéose, c'est un système qui existe depuis très très longtemps et qu'on finance depuis très longtemps aussi. Les BRS, les OFS BRS, on constate évidemment l'engouement des bailleurs et on en a déjà financé 4. Alors tout le monde a fait on voit que l'argent ne manque pas puisque tout le monde a cité le prêt de la Caisse des dépôts. Il s'appelle Gaïa. En fait, c'est un prêt de portage foncier qu'on fait directement auprès de l'OFS, la structure juridique. Et sa durée, effectivement, est passée de 60 ans maximum l'année dernière à 80 ans cette année. C'est ce qu'on appelle l'octo-foncier. Et on le fait aussi sur les constructions d'immeubles en pleine propriété, ce qui permet aux bailleurs, pour le coup, d'économiser des fonds propres. Parallèlement, on a déployé l'année dernière un outil qui s'appelle Tonus Territoire et qui est un investisseur institutionnel. C'est la Caisse des dépôts qui l'a doté sur ses fonds propres de 800 millions d'euros pour faire de l'usufruit locatif social. Donc l'usufruit locatif social, cette fois, c'est le démembrement nue propriété usufruit. Le véhicule est propriétaire, donc détient la nue propriété, et le bailleur social est l'usufruitier. Alors dans le monde du logement social, c'est un dispositif qui parfois déplaît parce que c'est du logement social provisoire, puisque les montages sont faits sur 15 à 20 ans. Et donc, par ailleurs, au remembrement, en fait, entre les mains du nu propriétaire, le logement perd son caractère social et devient un logement libre. La difficulté qu'y voient les bailleurs et parfois les collectivités locales, c'est qu'il faut évidemment le locataire social qui est dans le parc, qui est dans le logement, il faut qu'il puisse, avant l'échéance du dispositif, être relogé par le bailleur social ou un autre bailleur. Donc ça peut être un obstacle parfois, mais ça peut être aussi une solution dans certaines zones qui sont tendues. Ça a été surtout déployé sur le haut de gamme du logement social, ce qu'on appelle le PLS. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est aussi le déployer sur ce qui fait la masse de production du logement social, donc le cœur du logement social qu'on appelle le plus, et aussi sur le logement très social. Donc on a signé la semaine dernière, lors du congrès de l'USH, 1200 logements comme ça sur 3 ans avec deux grands bailleurs. Donc c'est un dispositif qui va, on y croit pas mal et qui va se poursuivre. Mais on voit bien que le problème, c'est pas les financements, c'est pas les capitaux, c'est pas l'equity, c'est pas la dette, puisque la Caisse des dépôts est là, elle fait des prêts qui dépassent la durée de vie et parfois la durée de vie humaine. Donc c'est pas ça le sujet. Le sujet, il est celui qui a été évoqué précédemment, l'accès au foncier et puis les dispositifs qui permettent de transmettre ou pas le bien. Le sujet aussi, et j'aimerais bien avoir l'avis de Vincent Lerouzic, à quoi il faut renoncer à la propriété. C'est ça, on rentre dans une société post-propriété ? Alors effectivement, dans ma thèse, je développe le concept de post-propriété, concept en fait que je reprends d'un économiste anglo-saxon, mais que je transforme en mot au but. Mot au but au sens de Serge Latouche, Paul Ariès, pour justement déconstruire un concept, ou tout du moins une conception de la propriété qui est aujourd'hui dominante, celle de la propriété comme droit absolu. Propriété comme droit absolu, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est majoritairement défendu par l'ensemble des juristes, qu'ils soient notaires, profs de droit, avocats, etc. Très peu en France proposent une vision alternative. On a Jean-Pascal Chazal là-dessus qui a écrit des choses très intéressantes. Et en réalité, c'est vraiment une fiction juridique. Fiction juridique au sens où tout un chacun qui travaille dans l'immobilier sait que le droit de propriété est quand même très très loin d'être absolu. Il est socialisé par le droit au logement, il est socialisé par le droit de l'urbanisme. Tout ce que vous faites en tant qu'aménageur, promoteur, etc. est encadré par un certain nombre de règlements,
locaux, nationaux, etc., qui font que votre droit de propriété n'est pas du tout absolu. Ce que je souhaite justement traiter dans le cadre de ma thèse que j'ai bientôt présentée, c'est justement comment on peut dépasser cette conception de la propriété et présenter ce que j'appelle une théorie de la diversité institutionnelle, une théorie de la diversité des droits de propriété qui permet justement d'être une réponse à la problématique du logement abordable. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était dans des politiques publiques qui étaient assez dichotomiques, le logement social locatif d'un côté, qui est un peu le logement public, et le droit de propriété privée de l'autre. Et puis entre les deux, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on pouvait présenter d'alternatif. Et justement, ce qui est intéressant, avec tout au cours des années 2000, donc l'émergence de démembrements de propriété temporaire qui ont été testés, qui n'ont pas forcément toujours bien fonctionné. Justement, la question de la renonciation là-dedans, à quoi on peut renoncer. Là-dessus, une question que j'aurais pour Xavier Lépine, c'est justement, est-ce que les ménages sont si prêts que ça à renoncer au droit à transmettre? Ça, c'est quelque chose que, pour le coup, moi j'ai pu observer dans différentes expérimentations. C'est ce qui marche avec les organismes de foncier solidaire, c'est qu'il y a quand même une forme de patrimonialisation qui est possible. Certes, une plus-value qui est limitée, mais à un moment donné, on sait qu'il y a un capital qui se constitue et qu'on peut justement transmettre. C'est difficile de renoncer, on a fait une révolution quand même pour ça, accessoirement. Non, le bonheur est dans le renoncement. Mais je vais le tenter auprès de mes enfants ce soir. écoute, c'est intéressant ce que tu dis parce que on s'est vraiment posé la question, on a voulu le tester en vrai. Donc on a acheté des promotions entières pour voir quelle était la réaction. En se disant, bon, l'idée est amusante, société de l'usage versus propriété, tout ça, est-ce que ça marche vraiment? Bien, en fait, concrètement, ça marche. Je constate, c'est qu'on a tout vendu avec une rapidité et avec des gens qui comprenaient extrêmement bien. On les a filmés en vidéo pour être bien sûr que... voilà. Chevreux les a accompagnés, tout ça, enfin, on a bien fait les choses. Pourquoi ça marche bien? Parce que ce n'est pas uniquement renoncer à transmettre qu'on leur vend. D'abord, concrètement, les gens restent en moyenne entre 8 à 10 ans. Qu'est-ce qui se passe au bout de... Ce qu'on leur vend comme concept, c'est de dire qu'effectivement, vous perdez la propriété au bout de minimum 50 ans et plus si vous vivez plus longtemps. Entre-temps, si vous décédez, vous transmettez à vos enfants, donc ce n'est pas du viager. Puis surtout, on leur dit, mais attendez, vous allez emprunter. Rationnellement, en plus, les taux, il faut bien voir, c'est que les taux extrêmement bas facilitent ce type d'opération. Vous allez emprunter à 20 ans. Au bout de 10 ans, vous allez vendre. Votre crédit, vous l'avez remboursé peu ou prou à 50%, puisque les taux à 1%, ça ne va pas très loin en termes de charges. Nous, on s'engage à vous le racheter. À tout moment. À tout moment, vous connaissez le prix, et le prix dépend du nombre d'années que vous l'avez utilisé. Si vous l'avez utilisé 10 ans, et vous êtes pleinement propriétaire, vous pouvez le louer si vous voulez, vous pouvez le revendre à quelqu'un d'autre si vous voulez, pour la durée de la propriété qui vous reste. Et nous, on s'engage donc, le prix baisse de 2% par an, puisque vous avez acheté 50%. Vous avez acheté 50 ans, pardon. Donc au bout de 10 ans, on vous le rachète 80% de ce que vous avez mis. Mais vous avez remboursé 50% de votre crédit. Donc vous repartez avec un chèque de 30. Si les prix ont baissé parce que les taux ont monté, parce que la conjoncture n'est pas bonne, parce que vous avez divorcé, que ça arrive à un mauvais moment, ou vous avez un enfant de plus qui lui arrive aussi à un mauvais moment, on ne choisit pas toujours, même si ça va mieux, eh bien vous savez que vous partez avec une somme d'argent que vous connaissez. Et c'est une somme d'argent minimum que nous vous garantissons. Maintenant, si les prix ont beaucoup augmenté, il est évident que la personne ne vendra pas à 80%, on lui achètera plus cher. Mais c'est cette notion de flexibilité qui est pour nous, et on se rend compte que c'est finalement extrêmement important par rapport à tous les modèles existants, c'est-à-dire que la réalité, prenez les taux de remboursement anticipé des banques. Personne ne va jusqu'à l'échéance. Ça n'existe plus. Soit vous avez un accident de la vie positif ou négatif, mais vous remboursez toujours par anticipation. Or, vous ne savez pas à quel prix vous allez vendre. Si vous devez vendre au bout de 4 ans, welcome. Je veux dire, vous pariez sur une inflation permanente. Là, vous connaissez le prix.
Vous ne pouvez pas perdre. Est-ce que ça peut être une méthode pour faire revenir les investisseurs institutionnels sur le logement ? Alors, l'intérêt pour eux, c'est qu'ils se constituent une épargne, ils ne partent pas sans rien. Et c'est fondamental. Et généralement, tous les gens qui ont pris, enfin, pas les couples sans enfants, mais les autres couples, se disent, ça constitue notre apport pour notre prochain achat. Parce que là, on sait qu'on aura de l'épargne, tandis qu'un loyer, il est perdu. Là, ils ont bien une différence qui est positive. C'est un renoncement temporaire à la propriété. Pour beaucoup, ils le vivent comme ça. Ensuite, leur vie sera leur vie. Je ne peux pas savoir ce qui se passera pour eux dans 10 ans. Est-ce que derrière le renoncement, ce n'est pas un troc de propriété ? Et on fait revenir d'autres propriétaires, et Bien notamment sûr. les investisseurs institutionnels. Bah, les investisseurs institutionnels, eux, quel est leur intérêt ? Bon, ce qui pourrait vendre 100, ils vont le vendre 65. Donc, ils sont en risque. D'abord, peut-être qu'ils ne l'ont pas acheté à 100, parce qu'ils ont acheté en bloc. Hein. Il y a quand même la marge. Hein, bon. On va dire qu'ils l'ont acheté à 70, qu'ils vendent 100. Donc ils sont en risque sur 30. D'accord ? En T0. Au bout de 10 ans, la personne, vous prenez toutes les statistiques franciliennes, la durée de détention moyenne, c'est 8 ans. Donc, parce qu'une fois de plus, les accidents de la vie font que positif, négatif, etc. Au bout de 10 ans, vous le rachetez à 80% de 70. Donc vous le rachetez 56. Vous avez mis 30 au départ. Ça vaut combien ? Donc vous avez un prix de revient de 86, ça vaut combien ? Si ça vaut toujours 100, ben vous avez un profit de la différence à rapporter aux 30 d'origine. Donc ça vous fait un TRI de 5%. Donc ce qui est pas mal pour du logement. Hein. C'est mieux que de s'emmerder à collecter des loyers à 2,5. C'est quand même le raisonnement. Hein. Si les prix ont baissé, même s'ils ont baissé de 20%, vous êtes encore gagnant, vous êtes break. Et s'ils ont monté, vous faites le jackpot. Voilà, donc sur quoi vous pariez ? Vous ne pariez pas sur un revenu récurrent, vous pariez juste sur le rôle du temps dans la propriété. Et le rôle du temps, on l'estime à 2%. Comment vous regardez ces initiatives ? Est-ce que ce n'est pas une solution pour que le logement abordable ne soit pas finalement que la responsabilité du logement social ? Parce qu'on a l'impression que le logement abordable n'est porté que par le mouvement HLM. Alors déjà, moi personnellement, vous avez parlé du mot renoncement. Moi, personnellement, je pense que ça libère des gens. Enfin, je le dis sincèrement, tout le monde ne se construit pas dans le modèle de la propriété et de l'héritage. Hein. Surtout qu'aujourd'hui, on hérite de ses parents entre 65 et 70 ans. Donc il faut mieux réfléchir à autre chose pour pouvoir vivre correctement. Et aujourd'hui, pourquoi ces modèles sont intéressants ? Parce qu'ils offrent des possibles. Ils offrent des possibles en dehors du schéma locatif social, locatif privé ou accession de mauvaise qualité dans la zone périurbaine. Moi, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant. Et y compris, ça permet de réinterroger le modèle économique de l'accession actuelle, et y compris des enjeux des marges, parce que moi, je le vois sur les montages qu'on fait en OFS, quand vous avez d'un seul coup une baisse de 25% par le jeu de la TVA et le lissage du foncier, et bien évidemment que les promoteurs privés classiques se demandent comment ils font pour le programme qui est en face et qui va avoir un prix à 30% plus cher pour de la qualité de construction identique, voire moins bonne. Donc c'est un sujet. Donc moi je trouve ça très intéressant et je pense en plus que ça peut permettre de répondre à des enjeux quand même, la question de la mobilité. Être propriétaire dans des zones en déprise. Quand vous êtes propriétaire à Montbéliard aujourd'hui, qui est une zone industrielle en crise, et que vous êtes propriétaire depuis 20 ou 30 ans, de toute façon, vous ne bougez pas. Ou alors vous bougez à perte, vous laissez votre logement. Robin parlait de Saint-Étienne, qui est une zone avec un taux de vacances de logement dingue. Et aujourd'hui, il faut créer des marchés. De même que sur la carte francilienne que vous avez vue, vous connaissez le marché locatif de Paris. Moi, je peux vous emmener à Grigny. Hein, c'est 20 minutes de RER depuis la gare de Lyon. Il n'y a pas de marché locatif. C'est les coopératives HLM aujourd'hui qui sont appelées pour essayer de créer un marché immobilier, pour essayer de redynamiser ces territoires. Donc voilà, et je ne dis pas qu'on va y arriver. Donc tout ça est évidemment très intéressant. Après, ça ne gommera pas les difficultés qu'on a vues tout à l'heure. Et je me permettrai juste une précision de vocabulaire, si vous me le permettez, parce que vous avez associé le chiffre des 500 000 logements qui était mis comme un objectif, qui a surtout été mis lors du grand débat qui a eu lieu avant la présidentielle de 2012, où on s'était dit qu'à minima, il fallait faire 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux, mais ce n'était pas pour faire un choc de l'offre. Je pense que c'est deux questions différentes.
Ces chiffres-là, qui étaient des évaluations construites avec tous les professionnels, c'était simplement pour répondre aux besoins, soit pour répondre aux logements qui étaient démolis, réhabilités, et répondre aux besoins liés à l'accroissement de la population. C'est un exercice d'ailleurs que nous n'avons pas refait pour 2017. Et entre-temps, nous n'avons jamais construit 500 000 logements, sauf la dernière année, et nous n'avons jamais construit 150 000 logements sociaux par an, sauf les 130 000 de la dernière année. Et on a rechuté là. Donc, il faut faire. Enfin, je pense que c'est vraiment deux débats très différents. Nous manquons de logements au bon endroit en France. Ça, c'est une réalité. Et c'est pas simplement en disant qu'on va reprendre sur ce qui est déjà construit. On ne va pas éloigner les gens à 300 bornes de leur lieu de travail. Donc, de toute façon, on a ce besoin-là et on a des zones, en effet, qui vont rester en déprise et c'est des problèmes d'aménagement du territoire très forts. Et par ailleurs, il y a l'histoire du choc de l'offre. Moi, je n'y crois pas du tout. Parce que ça saurait, enfin, on n'a aucun pays qui nous montre ça ou alors à des proportions incroyables. Et ce qui est étonnant, c'est que nous, on voit la chose assez sombre parce qu'on n'arrive pas à sortir de cette crise du logement qui est quand même réelle en France. Mais moi, pour avoir vu un nombre important de ministres du logement quand j'étais en exercice, ils nous enviaient notre système et notre capacité à produire 480 000 logements par an, y compris les Allemands, je le dis. Y compris les Allemands qui sont venus me demander comment faire la loi SRU et avoir du programme des logements sociaux et retrouver une régulation. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est assez sombre notre situation. Moi, je la trouve intenable du fait de notre richesse. C'est pour ça que je la trouve intenable. On est là, une grande puissance économique, on n'éradique pas le mal logement et le mal-être. Parce que il y a beaucoup de gens qui vivent mal dans leur logement. Mais on a aussi des atouts. Et avec ces nouvelles propositions, il y en aura peut-être d'autres, enfin, je l'espère. Moi, je pense aussi qu'on essaie de créer des schémas qui changent un peu de ce qu'on vend depuis, en effet, de ce qu'on vend, de ce que l'on propose depuis 50 ans. Marianne Laurent et Vincent Lerouzy, pour un petit mot de conclusion, parce que je vais essayer de finir à 9h. On parlait du logement intermédiaire tout à l'heure, on disait qu'il faut du logement intermédiaire et je suis d'accord, il en faut partout. Je ne sais plus lequel d'entre vous disait ça. C'est extrêmement compliqué. Hein. Le logement intermédiaire a été relooké, si je puis dire, en 2014 en copiant le modèle du logement social. Une TVA à taux réduit, une exonération de taxes foncières. Et simplement une libéralisation du logement au bout de 10 ou 15 ans. Mais ça reste quand même très calqué sur le modèle français du logement social malgré tout, même si c'est temporaire. Pour autant, c'est quelque chose qui intéresse, mais aujourd'hui il y a seulement 2 grands acteurs qui font du logement intermédiaire, CDC Habitat pour ne pas les nommer et INLI, la filiale de logement intermédiaire. Ils sont 2, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, ils se font la guerre des prix. Donc c'est quand même dommage que 2 grands acteurs qui sont dotés de fonds propres, tous, parce qu'INLI sur ses propres fonds propres et CDC Habitat avec le lancement d'Ampère Gestion qui a levé quand même 5 milliards de fonds propres en 5 ans. Hein, je veux dire, c'est absolument considérable. Et son problème, c'est pas lever de l'argent, une fois de plus. Le problème, c'est de trouver des logements intermédiaires aux endroits qui conviennent et pour loger un maximum de gens. Et ça reste encore très, très, très confidentiel en réalité. Mais ça intéresse quand même les étrangers, puisque sur la levée de fonds de cette année, sur le lancement du 2e véhicule, on a quand même le fonds singapourien, GIC qui est venu, et PGGM, le 2e fonds de pension hollandais. Bon, alors on me dirait, le contexte de taux fait que même à 2% de rémunération, aujourd'hui, c'est un secteur qui intéresse. C'est mieux que de déposer ces fonds à la BCE à moins 0,5. À moins 50 points de base, oui. Vincent, petit mot de conclusion. Oui, un petit mot de conclusion sur diversité des droits de propriété des agencements institutionnels et politiques publiques. La conclusion à laquelle j'arrive, c'est effectivement de dire qu'il faut faire attention au démembrement de propriété quand il est utilisé pour faire de la défiscalisation, généralement vers les plus riches. Là-dessus, par exemple, on le voit, l'usufruit locatif social, c'est une belle machine pour faire du logement abordable, mais avec du démembrement de propriété temporaire qui, à la fin, quand même, va vers une certaine catégorie de population. Il ne faut pas être naïf de ce point de vue-là. Ce qui est hyper intéressant avec les nouveaux régimes de propriété résidentielle, organismes de foncier solidaire, coopératives d'habitants, c'est justement qu'on peut mettre de l'argent public sur la table qui soit pérenne dans le temps. Et justement, c'est là où après on revient sur votre question de départ, qui était est-ce qu'on peut justement ouvrir ces dispositifs-là à des investisseurs privés, institutionnels, etc. Moi je dis attention, grande prudence, parce que ces personnes-là qui vont arriver justement pour investir dans des dispositifs
pérenne pour le logement abordable, ils pourraient le détourner aussi. C'est-à-dire que s'ils investissent, c'est quand même pour avoir une certaine rentabilité derrière. Et on sait bien que derrière cela, eh bien, avec un régime comme les organismes fonciers solidaires, tout l'enjeu, c'est la pérennité, le partage de la valeur de génération en génération. Et il ne faudrait pas que ça soit dévoyé non plus par des investisseurs privés. Donc là, c'est quelque chose d'important. Ça ne peut pas par la loi, il ne faudrait pas que ça évolue. Voilà. Merci beaucoup. Merci, on peut les applaudir, merci.